Je n'ai jamais compris le concept du combat par points. Un coup de poing ou un coup de pied, pour moi, doit infliger des dégâts. Comment peut-on y parvenir si l'on rate la cible? En 1967, dans l'arène mythique de Madison Square Garden, deux géants des arts martiaux se sont affrontés dans un match qui allait redéfinir le karaté en Amérique. Joe Louis, colosse invaincu et figure dominante, a croisé le fer avec Chuck Norris, un technicien discret mais implacable, animé par une détermination farouche à faire ses preuves. Ce qui s'est déroulé n'était pas un simple combat, c'était une bataille brutale, un choc qui a envoyé des ondes de choc à travers le monde des arts martiaux. L'entraînement forge vos compétences pour affronter des situations réelles, mais aucune préparation ne garantit de triompher dans toutes les circonstances. La victoire de Chuck Norris sur Joe Louis n'a pas seulement renversé un champion. Elle a exposé une faille profonde dans les fondations même du karaté. Lorsque la poussière est retombée, le sport en Amérique n'était plus le même. Ce moment a marqué un tournant décisif, un instant où tout a changé. Au milieu des années 1960, le karaté connaît une ascension fulgurante aux États-Unis. Autrefois considéré comme une discipline orientale obscure, il s'impose dans la culture populaire grâce à plusieurs facteurs. L'exposition des militaires américains aux arts martiaux à l'étranger, l'engouement d'Hollywood pour les scènes de combat exotiques, et un intérêt croissant pour les philosophies orientales. Mais ce qui attire véritablement les foules, ce ne sont pas les katas ou les méditations, ce sont les combats. Les tournois deviennent des champs de bataille où les meilleurs artistes martiaux du pays s'affrontent pour la gloire. Les compétitions américaines de l'époque ne sont pas des spectacles chorégraphiés. Ce sont des affrontements à contact réel, où les combattants s'entraînent avec acharnement, luttent avec férocité et construisent leur réputation à travers leur courage et leur talent. Dans ce climat intense, Joe Louis émerge comme la figure emblématique du karaté américain. Ancien marine, athlète explosif et compétiteur quasi invincible, il incarne la puissance brute. Son style agressif et ses victoires écrasantes en font une légende vivante. Pendant ce temps, Chuck Norris gravit les échelons dans l'ombre. Connu pour son calme et sa technique irréprochable, Norris n'est pas le plus charismatique ni le plus médiatisé, mais il est d'une constance redoutable. Il s'entraîne sans relâche dans le tang sodo coréen, perfectionne son timing avec une précision quasi chirurgicale, et commence à se faire un nom en battant des adversaires respectés. En parallèle, il ouvre des écoles de karaté à travers la Californie, enseignant à des élèves sérieux et même à des célébrités comme Steve McKean ou Bob Barker. Son palmarès s'étoffe, et sa réputation grandit, même si elle reste éclipsée par l'aura de Louis. À cette époque, le karaté américain évolue rapidement. Il s'éloigne des traditions orientales rigides pour devenir quelque chose d'uniquement américain. Un sport compétitif, dynamique et audacieux. En 1967, le championnat américain de karaté, organisé à Madison Square Garden, s'annonce comme bien plus qu'un simple tournoi. C'est un terrain d'épreuve, un moment où les meilleurs se mesureront pour définir l'avenir du sport. Tout le monde, presque l'histoire ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans l'affrontement potentiel entre Joe Louis, symbole de la puissance et de l'ancienne garde, et Chuck Norris, incarnation de la vitesse, de la précision et d'une approche nouvelle. Ce combat allait changer le karaté en Amérique pour toujours. En 1967, Joe Louis n'est pas seulement un combattant, il est le combattant. Ancien marine au physique de boxeur, il apporte une intensité et une agressivité inégalées à un sport encore en quête de son identité. Formé à Okinawa pendant son service militaire, il étudie le Shorin-ryu auprès de maîtres respectés. Mais contrairement aux traditionalistes, Louis ne se contente pas de préserver l'art dans sa forme classique. Il veut le tester dans des combats réels, sous une pression intense. De retour aux États-Unis, Louis explose sur la scène des tournois avec un style rapide, direct et dévastateur. Mesurant 1,83 mètres et pesant plus de 88 kg de muscles, il se déplace avec l'agilité d'un poids moyen mais frappe avec la force d'un poids lourd. Ses blitz agressifs, combinant des coups précis et puissants, terrassent ses adversaires. Alors que d'autres s'appuient sur des postures traditionnelles et des tactiques conservatrices, Louis réduit les distances en un éclair et frappe encore plus vite. Il remporte les premiers championnats nationaux en 1966, accumule des titres régionaux et maintient un record d'invincibilité qui semble intouchable. Mais ce qui distingue vraiment Louis, c'est son charisme. Confiant, médiatique, il incarne l'assurance des arts martiaux américains. Il donne des interviews,
prédit ses victoires et dégage une aura qui fascine. Pour beaucoup, il n'est pas seulement le meilleur, il est l'avenir du karaté. Les critiques peuvent murmurer que son style manque de finesse ou qu'il rejette les traditions strictes, mais les fans l'adorent, les élèves l'imitent, et les écoles adoptent ses méthodes. En 1967, lorsqu'il entre à Madison Square Garden en tant que favori incontesté, personne n'imagine qu'il puisse perdre. La foule s'attend à un spectacle de domination. Mais de l'autre côté du tatami se tient Chuck Norris, qui a analysé chaque mouvement de Lewis et attend patiemment son heure. En 1967, Chuck Norris n'est pas encore l'icône mondiale qu'il deviendra. C'est un combattant discipliné, en pleine ascension dans les rangs du karaté américain, souvent sous-estimé face à l'éclat de Lewis. Lors de son service dans l'U.S.R. Force en Corée du Sud, Norris découvre le Tang Soo Do, un art martial coréen axé sur des frappes puissantes et une discipline rigoureuse. Il obtient des ceintures noires en Tang Soo Do, Shito-ryu et Taekwondo, développant un style basé sur le timing, la précision et l'adaptabilité, plutôt que sur la force brute. Ses victoires dans les tournois régionaux sont régulières mais ne font pas les gros titres comme celles de Lewis. Norris n'est pas du genre à fanfaronner ou à prédire des knockouts. Il laisse ses combats parler pour lui. Méthodique, il étudie les vidéos de ses adversaires, décortique leurs habitudes et s'entraîne à exploiter leurs faiblesses. Il répète ses techniques des milliers de fois jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. En dehors du ring, il étend son influence en ouvrant des écoles de karaté en Californie, attirant des élèves sérieux et des célébrités comme Steve McKean, Bob Barker ou Donny et Marie Osmond. En 1967, Norris remporte le tournoi des champions de karaté, battant 7 combattants expérimentés en une seule soirée. Puis vient le grand rendez-vous, le championnat américain de karaté à Madison Square Garden, où Joe Louis est attendu pour régner une fois de plus. Norris s'est préparé spécifiquement pour Lewis, repérant des failles dans son style agressif, des ouvertures pendant ses assauts, des écarts dans ses combinaisons. Progressant dans le tournoi avec une efficacité chirurgicale, Norris ne cherche pas la gloire, il vise la victoire. Le 24 juin 1967, Madison Square Garden accueille le championnat américain de karaté, organisé par le grand maître S. Henry Shaw. Cet événement marque un tournant pour le karaté, transformant une arène légendaire connue pour la boxe, le basketball et les concerts en un théâtre d'arts martiaux. Des centaines de combattants venus de tout le pays s'affrontent, et des milliers de spectateurs remplissent les gradins, créant une atmosphère électrique. Le format à élimination directe récompense les frappes nettes et contrôlées, évaluées par un panel de juges. La précision, le contrôle et la maîtrise tactique sont essentiels. Lewis progresse comme prévu, éliminant ses adversaires avec rapidité et agressivité, bien que ses victoires semblent moins fluides qu'à l'accoutumée, les compétiteurs commençant à s'adapter à son style. Norris, quant à lui, traverse son tableau avec une précision implacable, utilisant son jeu de jambes et son timing pour économiser son énergie et placer des coups nets. À l'approche de la finale, l'inévitable se confirme, Norris contre Lewis. Ce n'est pas seulement un match, c'est un choc de philosophie. Puissance contre précision, agressivité contre stratégie, champion établi contre challenger montant. Les tatamis sont dégagés, les juges prennent place, l'air est chargé d'anticipation. Puis la cloche retentit, déclenchant un combat qui changera le karaté pour toujours. La finale n'est pas un échange prudent ou technique, c'est une bataille brutale et intense qui stupéfie la foule. Lewis ouvre avec son agressivité signature, chargeant pour établir sa domination dès les premières secondes. Norris ne recule pas. Il esquive, plaçant un coup de main en crête net au milieu d'un pas de Lewis, marquant le premier point et donnant le ton. Norris reste mobile, utilisant des déplacements latéraux pour déséquilibrer Lewis. Son timing est impeccable, interrompant les attaques de Lewis avec des contres précis, le devançant de fractions de seconde. À mesure que le combat s'intensifie, la frustration de Lewis devient palpable. Ses coups puissants touchent avec force, mettant la résilience de Norris à l'épreuve, mais Norris répond par une rafale de technique, dont un coup de pied rond avec la jambe avant et une combinaison de revers qui fait halter la foule. Les échanges sont féroces mais respectent les règles, flirtant avec leurs limites. Les juges peinent à suivre le rythme effréné. Dans les derniers instants, Lewis lance un assaut désespéré pour déséquilibrer Norris. Norris part, pivote à l'intérieur et place un coup de poing éclair suivi d'un coup de pied en crochet contrôlé, marquant nettement. Lorsque la cloche retentit,
L'annonceur déclare Chuck Norris vainqueur. C'est un bouleversement monumental. Lewis, le titan invaincu, a été surpassé. La précision calculée de Norris a transformé les forces de Lewis en faiblesse, prouvant que la stratégie peut triompher de la puissance. Le combat Norris-Lewis envoie des ondes de choc à travers le monde des arts martiaux. Ce n'est pas seulement une défaite pour Lewis, c'est un signal que le karaté est en pleine mutation. La victoire de Norris met en lumière le pouvoir de l'adaptabilité, du timing et de la précision sur la force brute. Les écoles d'arts martiaux à travers le pays prennent note, abandonnant les techniques rigides et traditionnelles pour adopter des styles de combat dynamiques et réactifs. Les tournois commencent à valoriser le timing tactique autant que l'agressivité, et les combattants s'entraînent à lire leurs adversaires et à exploiter leurs failles. L'aura d'invincibilité de Lewis est brisée, montrant que même les plus forts peuvent être vaincus avec de la stratégie. Il ne disparaît pas pour autant, il deviendra plus tard un pionnier du karaté à contact total et du kickboxing, s'adaptant à la nouvelle direction du sport. La réputation de Norris, elle, explose. Désormais plus qu'un simple prétendant, il devient une légende en devenir. Il développe ses écoles de karaté, attire l'attention d'Hollywood grâce à ses connexions avec des célébrités comme Steve McQueen, et pose les bases de sa future carrière d'acteur. Ce combat devient une référence dans l'histoire des arts martiaux. Les instructeurs le citent pour enseigner la supériorité de la technique sur la force, et les combattants l'étudient pour maîtriser le timing, le rythme et la gestion d'un combat. Le karaté en Amérique se transforme, devenant plus rapide, plus intelligent et plus compétitif. Le duel de 1967 entre Norris et Lewis marque une fracture dans l'histoire du karaté américain. Il déclenche une révolution tactique, montrant que la précision et l'adaptabilité peuvent neutraliser la puissance brute. Jusqu'à ce combat, les champions s'appuyaient souvent sur la force, la taille ou la vitesse. Lewis en était l'incarnation parfaite. Mais Norris a démantelé ce modèle avec un style basé sur le timing, les angles et les contre-attaques. Cette victoire a révélé une lacune dans l'approche traditionnelle, incitant les écoles à mettre l'accent sur l'agilité, la conscience spatiale et le contrôle des points plutôt que sur la force brute. Le combat a également légitimé le karaté comme sport de spectateurs. Organisé sous les feux de Madison Square Garden devant un large public, il a prouvé que le karaté pouvait captiver les foules et rivaliser avec des sports comme la boxe. L'intensité et le drame de cet affrontement ont attiré l'attention du grand public, ouvrant la voie à des événements plus importants et à une popularité croissante. Pour les jeunes artistes martiaux, l'approche disciplinée et concentrée de Norris est une source d'inspiration. Sa victoire montre que la préparation et l'exécution peuvent surpasser l'agressivité ou le charisme, influençant une génération de combattants. L'héritage du combat s'étend au-delà du dojo, car la future carrière hollywoodienne de Norris popularise le karaté dans la culture populaire des années 1970 et 1980. Le combat Norris-Lewis de 1967 est bien plus qu'une simple victoire. Il marque une ligne de démarcation dans l'histoire du karaté américain, séparant l'ancienne ère de la tradition rigide d'une nouvelle période d'innovation et de dynamisme. Pour Chuck Norris, ce triomphe consacre sa réputation comme le visage du karaté technique et discipliné. Après cette victoire, il ne se contente pas de dominer les tournois. Il devient une figure centrale du sport, développant ses écoles de karaté à travers la Californie et attirant un nombre croissant d'élèves, des pratiquants sérieux aux célébrités comme Steve McQueen, qui jouera un rôle clé dans son entrée à Hollywood. Dans les années 1970, Norris passe du tatami à l'écran, devenant une icône mondiale grâce à des films qui mettent en avant les arts martiaux, popularisant le karaté auprès d'un public bien plus large. Son influence dépasse le sport, il incarne une philosophie de discipline, de préparation et de respect, montrant qu'un combattant n'a pas besoin d'être le plus bruyant ou le plus fort, mais simplement le plus déterminé et le mieux préparé. Cette approche redéfinit les attentes des nouvelles générations de karatékas, qui commencent à privilégier la stratégie et la précision dans leur entraînement. Joe Lewis, malgré sa défaite, ne disparaît pas dans l'ombre. Au contraire, il se réinvente, devenant l'un des pionniers du karaté à contact total et du kickboxing américain. Sa capacité à évoluer après ce revers montre sa résilience et son engagement envers les arts martiaux. En 1983, le magazine Karate Illustrated le désigne comme le plus grand combattant de karaté de tous les temps, un témoignage de son impact durable. La rivalité entre Norris et Lewis, à la fois contrastée et complémentaire, pousse le sport à explorer de nouvelles dimensions.
force contre technique, agressivité contre patience, instinct contre discipline. Ensemble, ils forcent les artistes martiaux à repenser leur approche, intégrant des éléments d'athlétisme, de stratégie et de contrôle mental. Ce combat devient un point de référence constant dans les dojos, où les instructeurs l'utilisent pour enseigner l'importance du timing et de l'adaptabilité. Les compétitions évoluent, adoptant des formats qui récompensent la finesse tactique autant que la puissance brute. Plus de 50 ans après, le duel de 1967 reste une pierre angulaire de l'histoire des arts martiaux, influençant la manière dont le karaté est enseigné, pratiqué et perçu. Il symbolise le passage d'un art traditionnel à un sport moderne, où l'intelligence tactique et la discipline mentale sont aussi cruciales que la force physique. L'héritage de ce combat se ressent encore dans les tournois d'aujourd'hui, où les combattants s'inspirent de Norris et Lewis pour repousser les limites de leur art. Le combat légendaire entre Chuck Norris et Joe Louis en 1967 n'est pas seulement une page d'histoire. C'est une source d'inspiration pour tous ceux qui s'intéressent aux arts martiaux et à leur évolution. Cette bataille a redéfini ce que signifie être un combattant, prouvant que la stratégie, la discipline et la persévérance peuvent triompher des obstacles les plus redoutables. Que pensez-vous de cet affrontement et de son impact sur le karaté? Connaissez-vous d'autres combats qui ont transformé un sport de manière aussi radicale? Partagez vos réflexions dans les commentaires et rejoignez notre communauté pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies sur les moments clés des arts martiaux. Abonnez-vous dès maintenant pour recevoir du contenu exclusif, des récits captivants et des leçons tirées des plus grands combats de l'histoire. Ensemble, continuons à explorer l'héritage du karaté et à célébrer les héros qui ont façonné son avenir.